Bonjour Elsa Fossillon. Bonjour Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes députée communiste des Hauts-de-Seine. Vous êtes aussi la co-directrice avec Clémentine Autain de la revue Regard. On va tenter ensemble d'analyser l'actualité politique et sociale. Mais d'abord, vous avez créé justement avec Clémentine Autain le Big Bang et vous organisez ce samedi à Paris une réunion publique. Alors à quoi ça sert le Big Bang? En quoi c'est utile là maintenant ce Big Bang dans ce moment précis que traverse la France avec son conflit social? Déjà c'était une assemblée des signataires de Big Bang, donc l'appel créé en juin 2019 après les européennes. Je crois que le premier message passé par Big Bang en 2019 prend toute son ampleur. On va y revenir, mais d'abord on a dit à l'issue des européennes, mais aussi à l'issue du mouvement des Gilets jaunes, à quel point la gauche était émiettée, à quel point elle était presque sans message et sans audience du coup. Et puis à quel point, alors qu'un mouvement social déjà inédit avec les Gilets jaunes était en train de se transformer, voire de s'arrêter, on avait vu que aux européennes, cette mobilisation sociale avec des revendications sociales, écologistes, parce qu'il y avait aussi les marches climat, ne se transformait pas pour le camp de l'émancipation aux élections. Et on voit aujourd'hui, en janvier 2020, à quel point cela est vrai, mais aussi à quel point les urgences sont démultipliées, parce que tout le monde, ou presque, est en ordre de marche. Macron continue avec violence l'exercice de son pouvoir, installer des réformes. On ne sait pas tout à fait encore sur la réforme des retraites jusqu'où la mobilisation sociale peut être gagnante. En tout cas, lui, il est extrêmement droit dans ses bottes, dirigé vers l'idée de pouvoir passer en 2022 en organisant le duo avec Marine Le Pen. Et d'ailleurs, elle déclare sa candidature là en janvier avec l'idée quelque part qu'elle veut s'installer pour être celle qui, quelque part, permet de prendre sa revanche sur Macron. Donc le Big Bang, c'est l'idée, il y a cette urgence-là, si on ne veut pas que 2022, ce soit de nouveau le choix au second tour Macron-Le Pen et tout ce qui va avec, tous ces effets sur la vie des gens, il y a besoin que la gauche, elle se rassemble. Ça peut être creux, ça, comme message, parce que ça ne suffit pas, mais c'est déjà un premier point. Elle se parle, elle se dispute parfois, et elle a besoin de créer, de se refonder sur un pôle social et écolo. Il y a un tout nouveau à former. C'est le message, c'est l'influence que souhaite créer Big Bang, mais c'est aussi un travail de fond et donc de production. Et c'est ça qu'on a choisi, en tout cas, au travers d'initiatives à venir, de discuter et de décider lors de l'Assemblée des signataires ce samedi. Vous parlez de message, on est en pleine crise sociale. Beaucoup de salariés n'auront pas de paye à la fin du mois de janvier. Les grévistes sont épuisés, les manifestations ne font plus vraiment le plein. Qu'est-ce que vous leur dites à toutes ces personnes qui sont aujourd'hui mobilisées? Continuez, ne lâchez rien. D'abord, merci, parce que je constate aussi cet épuisement et puis cette idée d'être totalement asphyxié par le pouvoir en place, asphyxié en termes démocratiques, puis asphyxié par les gaz lacrymaux aussi beaucoup. Donc il y a une violence extrêmement forte. Donc d'abord merci parce qu'ils se battent pour nous, ils se battent pour nos enfants, ils se battent pour un système de retraite, mais ils se battent contre un monde en fait, celui où Macron tente de nous enfermer. Et puis je trouve que ils disent aussi quelque chose de l'exercice du pouvoir de Macron, qui est souvent on le traite de monarque. Il y a un peu de ça, mais moi j'ai le sentiment d'avoir vraiment au pouvoir quelqu'un qui incarne la domination de classe par tous ses pores, quoi, par son mépris, par sa violence, par son copinage. Non, il gouverne pas. Il y avait Roland Gori qui disait il y a quelques mois, qui disait il ne gouverne pas, il soumet un peuple. Et c'est vraiment ça, je crois que ça, en ce moment, c'est ce que vivent ces grévistes et puis celles et ceux qui les soutiennent. Donc d'abord, il y a un merci évidemment, mais c'est pas un merci de gratitude comme si quelque chose était terminé. Moi, je crois que cette colère, elle est extrêmement présente. On a deux mouvements inédits sous ce quinquennat qui est loin d'être terminé. Gilets jaunes, mobilisation contre les retraites, mais c'est émaillé de beaucoup de luttes de colère. On pense aux profs qui étaient déjà dans la bataille des retraites et qui, contre le 3C, les épreuves du contrôle continu, vont se mettre en mouvement. Il y a les soignants
on voit les avocats, beaucoup d'autres, Radio France. Et donc, cette colère-là, elle n'est pas terminée, elle cherche de nouvelles formes. Et évidemment, il y a la question, moi j'aime pas le terme de radicalisation parce que je ne crois pas à ça, je crois que c'est un montage justement de la Macronie, mais d'une autre manière de faire. Et donc il y a des choses que je trouve éminemment intéressantes dans la période, dont d'ailleurs peut-être que les politiques et particulièrement à gauche devraient s'inspirer, on va peut-être en parler, mais la tribune de ce week-end faite... On va en parler, mais d'abord quand même, justement sur cette mobilisation, est-ce que cette mobilisation sociale que traverse le pays n'est pas en train d'échouer, faute de perspectives politiques ? Il y a un peu une évidence dans la question. Je pense qu'il n'y a pas tout à fait que ça. Il y a un pouvoir, je le disais, qui cherche à soumettre. Donc on est dans un exercice extrêmement violent. Il faut d'abord regarder ça. Je crois que ça nous interroge évidemment sur la manière de faire, mais ça rend plus fort le besoin de prise du pouvoir. Ça rend plus fort le besoin de perspectives politiques parce que le mouvement social à lui seul n'arrive pas à répondre à cette violence et à cet autoritarisme du pouvoir. Donc il y a besoin évidemment de perspectives politiques. J'aime pas le terme de débouché, il est pas très heureux. Et puis le terme de perspective, il permet de dire que c'est aussi issu du mouvement social, c'est-à-dire que c'est pas une extraction totale avec l'idée qu'il y aurait le mouvement social, des syndicalistes d'un côté, et puis de l'autre un univers politique qui ferait le boulot. Je crois qu'au contraire, dans un moment de mobilisation comme c'est le cas aujourd'hui, avec des gens qui nous intiment justement politiquement de nous unir, de réfléchir, d'être innovants, de ne pas s'institutionnaliser, eh bien je crois que ça doit se faire dans ce moment-là avec eux, en s'inspirant de ça, et pas avec l'idée que nous on ferait notre boulot dans les institutions et eux dans les boîtes par exemple. C'est pour ça que Marine Le Pen et dans une autre mesure Ségolène Royal ont déjà fait un pas vers la présidentielle de 2022, c'est qu'elle se présente comme étant l'alternative à Emmanuel Macron. C'est elle l'alternative ? Évidemment que non. En tout cas, Marine Le Pen, très clairement, je crois, se dit à la fois qu'il faut figer ce moment de colère, et que aujourd'hui, face à l'absence d'alternative de progrès, face à la colère qui peut se transformer en ressentiment extrêmement fort, elle a une carte forte à jouer. Et puis, elle a un double atout, c'est que Macron, son gouvernement, font tout et espèrent bien se retrouver au second tour de la présidentielle face à elle, en espérant évidemment pouvoir gagner. Ce qui est quand même... Je ne sais pas vous, ceux qui nous écoutez, ou toi Pierre dans les discussions, mais ça devient un sujet de discussion aujourd'hui partout, quoi. L'idée, qu'est-ce que tu vas faire au second tour de la présidentielle si c'est Macron ou Le Pen, avec une espèce de terreur à devoir répondre à cette question. C'est une fatalité aujourd'hui, ce sera un second tour Macron-Le Pen en 2022 pour vous ? Bah non, moi je pense qu'on peut leur mettre une claque. Je pense qu'il y a la possibilité, que c'est notre devoir de chercher à leur mettre une claque. La question c'est que celles et ceux qui veulent voir un projet écolo et social, ceux qui se battent dans les mobilisations sociales ou dans les marches climat, celles et ceux qui soutiennent ce type de progrès et qui tentent de l'incarner, eh ben, s'ils veulent vraiment lui mettre une claque, et c'est ce qu'il faut faire, et je pense qu'on peut le faire, bah, ça se prépare maintenant. Et donc, c'est pas rechercher chacun sa petite hégémonie, parce que pendant qu'on fait ça, on perd l'hégémonie sur la société. On perd tout ce qui fait, quelque part, nos liens, ce qui fait un message, ce qui fait la construction d'un projet nouveau. C'est un peu un terme fourre-tout, mais en tout cas, on est appelé, face aux urgences aujourd'hui écologiques, face à des catastrophes annoncées, face à un effondrement démocratique, parce que c'est peut-être celui-là qui est le plus, déjà presque le plus présent aujourd'hui, eh bien, plutôt que de rechercher qui va, au sein de telle formation politique, être le mieux à même de représenter sa formation politique, regardons ensemble comment on travaille à cette reconstruction, et regardons ensuite, moi je pense je pense par exemple que les primaires c'est une catastrophe, c'est la machine à perdre, mais c'est quoi le processus démocratique qu'on met ensemble en place
pour décider de qui sera le candidat ou la candidate à même d'être au second tour. Parce que c'est ça la question qui nous est posée, c'est la question de la prise du pouvoir. Donc à un moment, ça se construit avec la rue, ça se passe dans la rue, mais si on veut à un moment des perspectives politiques, il faut parler de prise du pouvoir, et pour parler de prise du pouvoir, faut un peu se remonter les manches, et puis faut se dire que c'est maintenant que ça se décide. Vous parlez de perspectives politiques, vous parlez d'alternatives, vous venez de dire qu'il fallait mettre une claque à Marine Le Pen et Emmanuel Macron, et pourtant vous êtes contre le projet des réformes de retraite, vous êtes contre le réchauffement climatique, vous êtes contre le projet de privatisation d'aéroports de Paris, vous êtes contre la politique du gouvernement. C'est pas ça le problème? Alors, je suis pour le temps libre, je suis pour la liberté, je suis pour qu'on décide démocratiquement de nos besoins, mais je vois bien votre question, et je vois à quel point le besoin de résistance. Ouais, et puis le fait que sans cesse, le capitalisme va vite, le capitalisme est extrêmement vorace, il sait digérer extrêmement vite aussi les aspirations, même les aspirations les plus progressistes, il les digère extrêmement vite. Donc on peut se flageller longtemps et expliquer que c'est dur, qu'on n'y arrive pas, etc. Et c'est vrai, donc on tente de résister comme on peut, on a du mal à le faire, et poser de fait la question du récit en positif, de la bataille en positif. Et on le voit bien, je trouve, pendant la bataille des retraites, là. Où moi, je vois comme un point positif, quelque part, les meetings communs, même s'ils se font beaucoup qu'entre mecs. Mais en tout cas, des volontés communes, des forces politiques, voire avec des forces syndicales ou associatives, de mettre les forces en commun. Mais ça se fait beaucoup dans le cadre de la résistance à un projet. On le voit sur cette bataille. La question qui est posée finalement aujourd'hui, c'est est-ce que ça, on est capable de le faire en positif, c'est-à-dire pour porter un projet en positif, pour s'adresser de manière large aux gens, qui soient en capacité finalement d'entendre un message de nous qui leur dit que leur vie potentiellement peut largement s'améliorer. Mais ça ne se fera, à mon sens, que si on est en capacité, parce que pour pouvoir décider qu'on va prendre le pouvoir en 2022 ou qu'on veut le prendre, ça nécessite qu'on y croit nous-mêmes. Et pour y croire nous-mêmes, il faut se donner de la force. Et pour se donner de la force, il faut rayonner largement et de manière diverse. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, on n'en est pas tout à fait là. Alors même que c'est maintenant que ça doit se faire. Vous l'avez évoqué en tout début d'interview, hier, Philippe Martinez de la CGT, Cécile Duflot d'Oxfam, Aurélie Trouvé d'Attaque ou encore Jean-François Juillard de Greenpeace, ils sont 8 à avoir signé un appel dans le JDD pour la justice sociale et le climat. Pourquoi tant sur le fond que la forme? C'est un événement à gauche. En fait, il y a tellement de choses inédites, je trouve, aujourd'hui, sur la prise de parole en commun. Je pense, Regard a fait un papier, on fait l'autopromo, sur ces actrices qui parlent d'une société post-capitaliste, ou en tout cas qui appellent à ça. On voit effectivement des syndicats, des associatifs. Là, ce qui est à noter quand même, c'est la personnalité de Philippe Martinez, présente dans cet appel, qui justement parle de la nécessité de ce récit en positif, de mettre du souffle dans nos imaginaires, de la possibilité, pas simplement de dire va y avoir un effondrement social, écolo, démocratique, mais il y a des capacités énormes pour pouvoir le faire, il y a des richesses produites énormes pour pouvoir le faire, et le fait que, alors même qu'on disait la CGT étiolée, épuisée dans ses formes, à bout de souffle, il y a le point qui dit qu'elle ruine la France, mais d'autres même à gauche pouvaient dire que c'était plus par là qu'il fallait passer. Aujourd'hui, tous ces gens qui se parlent entre eux et qui effectivement, on avait rarement vu le patron de Greenpeace, le patron de la CGT, la patronne d'Oxfam en l'occurrence, se parler et même faire le constat, puisqu'ils étaient aussi réunis ce week-end dans le cadre d'une table ronde où ils évoquent cette histoire de perspective politique qui est absente du débat public à gauche. Oui, d'ailleurs, on avait des personnalités de ce type, et notamment Philippe Martinez, qui était venu nous interpeller là-dessus aussi quand on a fait le cirque romanesque à Big Bang en juin 2019. Je trouve que ce message-là, aujourd'hui, j'ai le sentiment, en tout cas, que les responsables politiques ont un peu du mal à l'entendre, les responsables politiques à gauche, parce que je pense que c'est le camp de l'émancipation qui est évidemment interpellé. Je trouve que quelque part, la CGT fait mieux sa mue que les forces politiques de gauche. Partout, je trouve qu'il y a
de l'innovation sur les formes, mais aussi sur le fond. L'idée qu'on n'est pas juste à expliquer qu'on a des revendications en contre un projet qui nous vient dans la tronche, mais vraiment avec l'idée, il faut dégager, il faut aujourd'hui que les gens puissent respirer, y compris dans leur tête, dans l'idée qu'il y a des choses qui sont possibles. Parce qu'à force d'expliquer qu'on ne va pas y arriver, que tout ça est dur, qu'on est affaibli, c'est une réalité. Mais une fois qu'on est sorti, une fois qu'on a dit ça, il faut pouvoir quelque part expurger ça et dire bon bah maintenant on s'y met et on va le faire. Et donc ces responsables-là, ils disent on est prêt à en jouer. Et nous on dirait on va d'abord sauver nos appareils ou on va d'abord chacun regarder quel est notre processus de désignation de candidats à l'intérieur de notre parti. Votre responsabilité, vous les politiques. Bien sûr, mais ils nous disent nous on sait faire ça. Quelque part, on se met en danger, parce que je trouve ça courageux, ce qu'ils font. Vous, on vous demande de l'être également. J'espère que ça, évidemment, que ça puisse être entendu. En tout cas, à mon avis, c'est la condition. C'est une des conditions essentielles pour permettre un récit de prise de pouvoir. Encore un petit mot quand même sur la figure même de Philippe Martinez et de la CGT. On l'a vu, effectivement, il s'adresse à la jeunesse, il s'engage pour le climat. Il était présent à Nuit debout, vous l'avez dit, on l'a vu aussi dans vos meetings du Big Bang. Il investit aussi la question des femmes, la question du féminisme au sein du syndicalisme. C'est plus qu'un virage qu'opère la CGT là. Qu'est-ce qui se joue justement de cette prise de parole assez inédite de Philippe Martinez? Il est dans le coup, Philippe Martinez, c'est ça que vous me dites. Oui, en tout cas, je trouve que on avait pointé du doigt sa responsabilité, peut-être d'être à côté de la plaque au moment de la mobilisation des Gilets jaunes. Je trouve que là, vraiment, je dis il est dans le coup, c'est pas un truc marketing, quoi. C'est qu'il est extrêmement à l'écoute de ce qui bouge dans la société. Je crois qu'il est interpellé, on dit il est interpellé par sa base qui se radicalise. Non, je trouve qu'il fait le taf d'un dirigeant syndical, c'est-à-dire que il transforme ses aspirations qui sont existantes dans celles et ceux qui militent, qui travaillent, qui n'en peuvent plus, à la fois tenter de faire converger ces différentes colères, ces différentes oppressions, et d'en faire un message offensif, déterminé. Et qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se construit? Est-ce que justement cette séparation qui a été longtemps critiquée à gauche entre d'un côté le corps social, de l'autre côté le corps politique, le corps intellectuel, le corps syndical, le milieu associatif, tout ça a été très cloisonné? Est-ce qu'il se joue justement aujourd'hui un rapprochement de toutes ces organisations, ces forces qui participent aujourd'hui de la vitalité de la gauche? Moi j'avais été assez impressionnée par la tribune Berger, Hulot et d'autres responsables associatifs avec des propositions, beaucoup de propositions, c'était 59 je crois, enfin je sais plus, sur l'idée que ça c'était possible. Et quelque part, moi je me disais le défi c'est de réussir à faire ça sur un pôle social écolo qui permet d'être sur les aspirations écolo, les aspirations démocratiques, lutter contre les violences policières, contre les oppressions de race, de genre, etc. Et en fait, Martinez est prêt. D'autres responsables associatifs, parce qu'il y a Oxfam, les Amis de la Terre, beaucoup, ils sont prêts à ça, ils se mettent en disponibilité pour ça. Et moi, je crois que l'objectif, c'est que le camp du progrès à gauche soit en capacité avec eux et avec elles de faire ça. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, peut-être, ils auraient une proposition des différents partis politiques, ils sauteraient les deux pieds dedans. En tout cas, ils nous créent une ouverture pour le faire. Vous dites qu'il y a des raisons d'espérer. Et aujourd'hui, je pense que nous, on doit être en capacité, en tout cas, de pouvoir répondre à cette tribune en leur disant on est ouvert à regarder ensemble quels projets on peut construire, mais aussi quelles initiatives communes pour créer de l'espoir, pour dégager de l'espoir. J'ai une dernière question, Elsa Fossillon. Ce week-end, le journaliste de Là-bas si j'y suis, Taha Bouaf, a été arrêté et placé en garde à vue pendant 24 heures pour avoir diffusé une information sur Twitter. Cette information, c'était la présence d'Emmanuel Macron dans un théâtre de Paris, les Bouffes du Nord, et qui a suscité une mobilisation devant le théâtre. Qu'est-ce que ça dit de l'état de notre démocratie? L'avocat de Taha Bouaf a parlé de démocratie autoritaire, vous êtes d'accord? Ouais, je suis d'accord. Elle est insensée, cette histoire. D'ailleurs, parce que souvent, beaucoup disent c'est pas un journaliste. Bon, d'abord, il est journaliste, et puis c'est un journaliste militant. Bon, vous vous doutez que pour la co-directrice de Regard et je suis membre du conseil de surveillance de l'Humanité, tout ça, je trouve ça totalement ubuesque. Qu'est-ce qui fait qu'un journaliste n'aurait pas le droit d'être un militant? Qu'est-ce que c'est que la presse quand elle n'est pas engagée? Et puis forcément, la réponse à ça,
Quand on voit BFM aujourd'hui à longueur de journée qui vient montrer parfois des violences de manifestants par petits bouts et qui pendant 1 an il se réveille un peu aujourd'hui à cacher les violences policières. Enfin, tout ça, en plus les images filmées par ta boîte. En plus sur l'affaire Benalla. Non mais tout ça est une vaste blague. Mais en tout cas, Ariel Halimi a raison de dire que c'est une des illustrations d'une démocratie autoritaire. Moi, je félicite tous les organes de presse et les journalistes qui viennent le soutenir. Je trouve qu'il faudrait que ce soit plus large encore. Moi, en tout cas, je dis bravo à Taha pour le travail qu'il fait. Celui qu'il a fait sur Benalla, alors qu'il n'était pas journaliste, était utile. Puis sur une réponse concrète, je veux dire, le fait qu'il ait expliqué qu'Emmanuel Macron était à cet endroit est une information. Être incarcéré pour donner une information me renvoie à des situations dans des pays étrangers où les gouvernements français successifs peuvent se gausser d'expliquer que là-bas il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de droits de l'homme. Enfin, c'est ce qui se passe, c'est les premiers signaux généralement quand un journaliste qui donne une information qui ne plaît pas au pouvoir se retrouve à être emprisonné. Ça fait partie des signaux d'alerte rouges pour une démocratie en danger. Merci beaucoup Elsa Fossillon. Merci Pierre.